Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. Voici les grands titres. Coupure ressentie à la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Pour une deuxième année, les étudiants sur le territoire sont soutenus dans des initiatives entrepreneuriales. Un retour d'atelier bien orchestré par le collectif alimentaire. Nadia Karina Minassian semble dans son élément avec ses nouvelles fonctions. Nous avons bien couvert les dernières élections et Télévague voulait la voir enfin en œuvre. Elle est jeune, belle, active, déterminée. C'est tout en sourire et efficacité que la nouvelle préfète de Rocher-Percé a officié une première fois avec ses pairs. Première assemblée des maires de la MRC Rocher-Percé avec sa nouvelle préfète, assermentée pour l'occasion par son directeur général. Je, Mario Grenier, président de l'élection, proclame par la présente que Mme Nadia Minassian, domiciliée au 404 avenue du Boulot de Charlevoix, province de Québec, a reçu la majorité des votes légalement donnés et que par conséquent a été élue au poste de préfet à la MRC de Rocher-Percé. Et pour officialiser le tout, on a une déclaration d'assermentation. Merci. Donc, Mme Minassian, lisez ici. Bon, est-ce que je me lève? Hein? Me semble que c'est plus officiel si je me lève. Je, Nadia Minassian, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de préfet avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code éthique et déontologie du préfet de la MRC du Rocher-Percé et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Félicitations. Alors là, officiellement, je peux commencer. Mais bon mandat. Merci. Je suis très contente d'être ici. L'Assemblée a été menée rondement. La nouvelle élue sait faire avec les réunions et comités. La glace est brisée. Ça a été quand même assez simple ce soir, pas de questions, les points quand même assez statutaires à l'ordre du jour. Je vous dirais que le lundi après les élections, je suis rentrée travailler, alors j'avais déjà une bonne connaissance là, de ce qui allait être discuté ce soir, mais je crois que ça s'est bien passé, je l'espère. Ça va être aux citoyens de me le dire. D'autres portraits de femmes politiques sur le territoire méritent d'être tissés. Afin de rehausser leur travail dans le milieu, un prix circulait récemment pour les mettre sur la scénette. Austérité primant, on a dû couper dans l'organisme qui s'occupait de la mise en valeur de ces initiatives faites pour encourager la femme au travail. Dans la grande lignée des coupures de nos services sociaux, la table de concertation des regroupements de femmes de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine perd plus de 2/3 de son budget. Notre financement venait de plusieurs sources, disons-le. On avait un financement de base à la mission, mais aussi on avait des partenaires financiers qui sont disparus dans la dernière année et demie, dont la conférence régionale des élus, d'autres partenaires comme ça, des directions régionales de ministère qui n'existent plus, d'autres partenaires comme les commissions scolaires qui ont été victimes de coupures eux-mêmes, donc ils ont dû faire des choix. Donc, on a perdu nos partenaires financiers à la fois et à la fois aussi, il y avait beaucoup de projets. De 4 employés, il en reste une pour tenir l'entreprise et ses projets. Et c'est ainsi que se voit tomber un prix mérite nommé à l'effigie de la mairesse de Passepébiac de la fin des années 70, Rita Prévost-Whittam. Parmi plein d'autres actions qu'on faisait sur le territoire pour encourager les femmes à se lancer en politique, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, peu importe, donc de s'engager en politique. Puis ce prix-là, c'est un prix de reconnaissance, dans le fond, de reconnaître l'apport de certaines femmes dans la région, dans la politique municipale, qu'elles se sont investies, que ce soit, ça peut être au niveau d'être conseillère municipale, tout simplement. Donc, l'objectif, c'était la reconnaissance, puis le deuxième objectif, c'était bien sûr de donner des modèles aux autres femmes pour leur montrer que c'est le fun, c'est intéressant de s'investir en politique, puis qu'il y ait de la place pour les femmes aussi. C'est un prix qu'on met en suspens cette année, puis c'est vraiment une question financière, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de coupures dans la dernière année. On n'a plus de travailleuses à la table, donc il y avait des travailleuses qui s'occupaient de ces dossiers-là. Puis ça prend du temps quand même. Il faut mettre sur pied un appel de dossiers. On étudie les dossiers. Il y a du travail de promotion à faire. Donc, il y a des coûts qui sont associés aussi là, à la remise de ce prix-là.
Puis on n'a plus de partenaires non plus, donc on a décidé seulement de mettre sur la glace pour cette année. Puis l'année prochaine, on veut trouver une solution là, pour pérenniser ce prix-là, se trouver des nouveaux partenaires, puis s'assurer qu'on puisse remettre ce prix-là à chaque année là, dans notre région. Donc on se retrouve avec très peu de financement, puis très peu de capacité d'action sur le territoire aussi. Donc c'est très dommage parce qu'on a fait vraiment plein de choses intéressantes dans les 10 dernières années, là. Nous retrouverons Mireille Chartrand en entrevue après la pause, avec elle et une représentante des centres de femmes de Bonaventure. Vous les avez vus sur bien des réseaux cet automne, ces jeunes de la région dans un concours entrepreneurial offert dans leur commission scolaire. Ils montent des projets de développement structurants pour la communauté et leur développement personnel. Ils sont ainsi récompensés par une petite bourse pour la mise sur pied de leur initiative. Voici un reportage fait dans une école primaire de Chandler. Le grand défi Bâtir ma région, proposé aux étudiants tous secteurs de Rocher-Percé, lance ses projets. C'est à l'école de Pabot que nous avons rencontré l'organisation et une partie de la Jeune Cuvée 2016. Le grand défi Bâtir ma région, c'est un concours là, qui s'offre à tous les élèves et étudiants de la commission scolaire René Lévesque en ce qui nous concerne sur notre territoire. Donc, les jeunes, une fois là, qui avaient un intérêt à s'inscrire, l'ont fait en ligne. Donc, on refuse pas de projet dans le grand défi Bâtir ma région. On va travailler avec le jeune pour améliorer le projet s'il y en a besoin. Donc, il n'y a vraiment pas de critères. Le seul critère pour participer au grand défi Bâtir ma région, c'est de réaliser des projets qui ont des impacts positifs sur la collectivité et d'être un élève d'un des établissements scolaires du territoire. L'année dernière, pour ce qui est de nous, on en a fait un projet pilote là, dans 3 nouvelles MRC, c'est-à-dire Rocher-Percé, Avignon et Bonaventure. Donc, le concours a vraiment levé, de sorte que cette année, on rajoute les îles de la Madeleine. On est rendu aujourd'hui à l'étape de la caravane du Grand défi Bâtir ma région. Donc, c'est une étape là, où les jeunes doivent présenter leur projet à des entrepreneurs de la MRC qu'on connaît bien. Donc, je présente notre premier entrepreneur qui est venu rencontrer votre projet aujourd'hui. Donc, on a Mme Suzy Baudin de Moger Ford à Grande-Bière. Allô. Donc, à ses côtés, Mme Nadia Mongeon d'un petit air sucré à Pabot. Enchantée. Ensuite, on a Mme Sophie Perron de Produire la santé ensemble à Val-d'Espoir. Et on termine par M. Olivier Poulain, qui est de l'entreprise Spoutnik Gaspésie, donc plus dans le jeu vidéo. Donc, les jeunes doivent faire leur petit pitch de vente à nos entrepreneurs qui, par la suite, leur donnent des conseils, leur échangent leur expertise. Moi, c'est sûr que je regarde beaucoup le côté marketing. Je m'assure que ces jeunes entrepreneurs-là ont pensé à leur visibilité. J'essaie de m'assurer qu'ils vont percer. Donc, pour percer, il faut se faire connaître, il faut être visible. Ces jeunes-là ont des cartes d'affaires, ils ont des posters. Si on peut leur afficher, si on peut distribuer leurs cartes, bien, ils n'ont pas les sous, eux autres, pour se faire connaître. Donc, je pense que notre rôle comme mentor, parce que c'est de leur aider à être visibles et à les guider dans leur entreprise. On va octroyer des fonds de démarrage à chacun des projets. Donc, assurément, on leur donne 100 $ à partir du moment qu'ils présentent leur projet aux entrepreneurs. Mais tout dépendant de la qualité de la présentation, de l'intérêt de nos entrepreneurs pour leur projet, on va pouvoir bonifier cette somme-là jusqu'à un montant de 200 $. On vous donne le 200. Vous allez faire une recherche, vous allez pouvoir vous procurer ce que pour vous autres va être le mieux, là, dans le fond, là, pour votre projet. Vous avez un beau produit, vous avez un produit de qualité. Ça, c'est en business, si vous voulez réussir, c'est primordial. Il faut se démarquer des autres. Puis votre produit, il est là, il y a une coche en haut, il est excellent. Vos outils marketing, votre carte d'affaires est super belle. Vous avez un Facebook, les réseaux sociaux. Vous maîtrisez bien aussi les outils de publicité. Ça va vous aider beaucoup en business. Fait que pour l'ensemble de votre présentation, puis vu que vous savez où est-ce que vous en allez, on a décidé de vous donner 200 $. Oh yeah! Bravo les filles! C'est un partenariat qu'on a élaboré en ce qui nous concerne à Rocher-Percé avec plusieurs acteurs là, de notre milieu, dont la MRC Rocher-Percé, le ministère Économie, Sciences, Innovation, les caisses des jardins du littoral et du centre-sud gaspésien, la SADC Rocher-Percé, le collectif Action Jeunesse, bien sûr le Carrefour Jeunesse Option Emploi Rocher-Percé, navigue.com. Là, j'ai toujours peur d'en oublier là, quand c'est le temps de les énumérer, mais je pense que pour ce qui est de Rocher-Percé, ça fait pas mal le tour. Là, de 30 équipes à 200 $, c'est plus de 6 000 $ qu'on va donner à tous les projets là, des jeunes dans Rocher-Percé. Le collectif alimentaire a pour mission d'aider, de sensibiliser la communauté sur le bien se nourrir.
Ces ateliers et formations sont toujours bien courus et délivrés par des gens d'expérience. Mon nom, c'est Marie-Chantal Hort. Je suis chef traiteur à Passepébiac. J'offre quelques ateliers dans l'année pour le collectif alimentaire. C'est ma partie bénévolat. C'est sûr que le collectif me donne aussi des services, mais ça fait que ça me donne la chance de leur en offrir sur mon côté. C'est les gens qui me connaissent qui vont me référer à d'autres. J'ai un peu de cartes qui roulent ici et là, un petit peu dans les bars à choix, des trucs comme ça. Mais c'est sensiblement le bouche-à-oreille qui fait ma clientèle. Puis les gens reviennent d'année en année, fait que la clientèle s'établit, augmente et s'établit aussi, là. Et ce soir, vous allez nous initier à quel atelier? Ce soir, je vais donner un petit atelier sur les pâtes, quelques pâtes de base. La pâte à pizza, la pâte feuilletée et une sorte de pâte à biscuits où on peut faire une variété de biscuits là, indéterminée. Là. La base de la pâte à biscuits, c'est vraiment une crème. Là. Bon, je vais sortir de là. C'est vraiment une crème. C'est devant un groupe assez nombreux que la chef a livré ses techniques en toute simplicité. Marie-Chantal Hort sait vulgariser sa science, son art culinaire. Fait qu'on envoie tous les liquides, la levure, l'huile, le sel, l'eau et la farine, toutes d'une shot. Pas de casse-tête avec ça. On parle de farine forte, on parle de farine faible, on parle de farine tout usage. C'est sûr que nous autres, dans les magasins, on n'a pas les farines faibles, on n'a pas les farines fortes, on n'a pas toutes ces farines-là. Fait que veut pas, ça joue sur le résultat final de chaque produit. Ce qui arrive avec la pâte feuilletée, vu qu'on travaille la pâte tout usage, la pâte feuilletée demande normalement une farine qui est forte. C'est une farine forte et plus riche en gluten. Elle est beaucoup plus élastique, elle va lever plus. L'atelier était formateur et les résultats impressionnants. C'est très bon. Vous êtes traiteur, travailleur autonome. Vous travaillez depuis combien de temps sous le titre Les délices de Marie-Chantal? Ça va faire bientôt 10 ans que je suis implantée à Passepébiac, oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme parcours avant d'arriver à Passepébiac? J'ai gradué de l'école de Sherbrooke, l'école culinaire de Sherbrooke. Ensuite, je suis partie rester en Floride pour travailler dans la cuisine italienne, aussi apprendre l'anglais, me ramasser un bagage de communication, on va dire. Puis ensuite, je me suis tournée vers la ville de Montréal. On est revenu au Bercail. Puis je suis allée performer dans les hôtels, l'hôtel intercontinental, l'hôtel Nelligan. Puis j'ai fini chef au Circo à Montréal à l'âge de 26 ans. Donc avant de sortir, je vais vous laisser. Je vous ai préparé un petit mémo, fait que vous pourrez partir avec ça. Les ressources sur place sont de qualité. Le collectif alimentaire offre à Passepébiac et aux environs des occasions de parfaire sa culture alimentaire. Cet atelier-là va être aussi donné à Bonaventure, au locaux local, le 21 mars à 18h30. Donc, les inscriptions, les personnes doivent s'inscrire au 752-5010. Il va y avoir un atelier sur les collations maison à Chigawake le 30 mars à 18h30. Puis pour le mois d'avril, c'est un atelier sur les fines herbes et les semis. Il y a aussi la Journée internationale des cuisines collectives qui va être le 23 mars. De 10h à 15h, on va faire une grande cuisine collective puis on va inviter la population à se joindre au groupe de cuisine pour vivre l'expérience. Puis en même temps, il va y avoir une réflexion aussi sur le droit à l'alimentation. Mesdames, n'attendez pas pour prendre soin de vous. Si vous avez entre 50 et 69 ans, vous avez déjà reçu ou vous recevrez une lettre de la part du Programme québécois de dépistage du cancer du sein vous invitant à passer une mammographie. Utilisez cette lettre ou la prescription de votre médecin. La mammographie est la méthode de dépistage du cancer du sein la plus efficace qui existe lorsqu'elle est passée tous les 2 ans. N'hésitez plus, faites comme moi, prenez un rendez-vous. Pour en savoir plus, consultez le site Internet. France Leblanc, Mireille Chartrand, je suis très contente de discuter avec vous. Premièrement, on parle de féminisme, on a parlé d'austérité, on parle de 2 mots qui s'entrechoquent. Il y a un groupe qui veut se battre pour contrer cette austérité-là. Elle fait mal, l'austérité. Vous le sentez sur le terrain, vous qui êtes à la table de concertation des regroupements féminins et vous qui travaillez dans un centre de femmes, vous voyez les femmes se multiplier, avoir besoin de services. Qu'est-ce qu'on va faire pour réagir à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réagir à tout ça? Pour réagir, d'abord, il faut dénoncer les politiques puis les mesures mises en place par le gouvernement parce qu'effectivement, ça touche beaucoup plus les femmes.
que les hommes. D'abord, on sait que c'est des coupures dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans les organismes communautaires aussi. Il y a plein de choses qui ont été abolies, disparues, puis c'est beaucoup des secteurs d'abord où les femmes travaillent, donc elles sont privées dans leur capacité de travailler et d'avoir un revenu décent. Et en même temps, elles sont beaucoup plus aussi prestataires des services du gouvernement. Il faut dénoncer d'abord, il faut expliquer aux gens aussi pourquoi ces mesures-là font plus mal aux femmes et aux familles. Et puis, il faut aussi, bien sûr, soutenir les femmes sur le terrain parce que celles qui le vivent directement, cette austérité-là, c'est très difficile, ça. On le voit beaucoup, là, plus là, je pense dans les groupes, les centres de femmes, là, sur le terrain, combien c'est difficile, là, toutes les mesures qui sont déployées depuis 1 an et demi, là, comment c'est difficile. Avant d'être taxé de paranoïaque, on sait très bien que l'austérité amenuise le tissu social et que les femmes, pourquoi ils en subissent plus? Parce que on est sur la première ligne de terrain. Pourquoi ces métiers-là sont encore tenus par des femmes? Le marché du travail, à la base, il a été construit par des hommes et pour des hommes. Les hommes, à l'époque, si je retourne même juste à l'époque de ma grand-mère, c'est les hommes qui sortaient de la maison, qui allaient travailler, qui ramenaient le revenu. Les femmes restaient à la maison pour s'occuper des enfants. D'abord, elles en avaient beaucoup. Donc, elles travaillaient, mais sans revenu. Les religieuses, par exemple, aussi, à l'époque, s'occupaient beaucoup des soins de santé, de l'éducation. Les frères aussi pour les garçons, mais les religieuses étaient beaucoup dans ces secteurs-là de soins, de services sociaux et tout ça. Puis les femmes en faisaient beaucoup une partie bénévole aussi. Donc, quand les choses se sont développées dans notre société, puis qu'on a étatisé, par exemple, les services de santé et d'éducation, bien, les femmes, c'était là qu'il y avait de la place pour travailler. Donc, les femmes ont investi ces endroits-là pour aller travailler, puis... mais elles avaient aussi l'expertise. Elles avaient l'expertise, sur le terrain. bien sûr, mais la problématique, c'est que comme c'était des métiers qui étaient vus un peu comme l'extension du travail féminin à la maison qui était non rémunéré, bien, elles ont commencé à travailler à des salaires pas très intéressants, avec pas nécessairement des bonnes conditions de travail, puis c'est un travail qui a toujours été un peu moins bien reconnu. Ça s'est amélioré avec le fait que le gouvernement s'occupe en tout cas jusqu'à maintenant, s'occupe de ces secteurs-là, parce que il y a des syndicats qui sont présents, puis bon, il y a des lois qui ont passé comme l'équité salariale et tout ça. Donc, les femmes sont capables maintenant de gagner décemment leur vie dans ces métiers-là. Par contre, on voit quand l'État se désengage, comme là, il se désengage dans ces secteurs-là. Donc, c'est évident que c'est les femmes qui sont touchées. Quand on enlève tous les services en santé, services sociaux, éducation, les femmes sont nécessairement touchées, là. Mais comment le gouvernement peut choisir de couper là? Comment est-ce que ça peut être sa priorité de couper les services à la population, de tout ce qui guérit, tout ce qui aide à élever la masse moyenne? Comment est-ce qu'on peut, en bon père de famille, en bon père de la province, décider de sabrer là-dedans? Vous en voyez souvent dans les centres des femmes, elles sont de plus en plus nombreuses à venir même juste déjeuner chez vous, manger chez vous, parce que c'est de plus en plus difficile. Et il y a beaucoup de manifestations. On reçoit au gouvernement ces plaintes-là. Comment ça, est-ce qu'on continue la manœuvre? Bien, premièrement, il faut savoir que si le gouvernement il coupe en santé, en éducation, c'est parce que dans la fourchette, dans la tarte de dépenses du gouvernement, c'est là que sont les plus grosses dépenses du gouvernement. Fait que, tu sais, je veux dire, au niveau de la santé, je pense que c'est 34 ou 37 % des dépenses du gouvernement qui s'en vont en santé et services sociaux. Fait que c'est bien évidemment, s'il cherche de l'argent et qu'il dit qu'on n'a pas les moyens d'avoir ces services-là, bien, il va aller les couper. Puis c'est sûr que quand il coupe dans, comme Mireille a dit, dans les professions où les femmes y sont et dans les services que les femmes ont besoin, quand on pense que les proches aidantes sont à 80 % des proches aidantes et non pas des proches aidants, bien, c'est la femme. Puis souvent, on dit que les proches aidantes, ce sont les personnes qui vont s'épuiser le plus vite, puis qui vont tomber malades même, puis qui vont mourir des fois même avant la personne aidée. Fait que on est des utilisatrices de services, puis le gouvernement, bien, il coupe là-dedans, mais
sans regarder où ça touche, puis qui ça touche, puis comment ça touche. Puis comme tu dis, c'est sûr que nous, on offre souvent dans nos activités de plus en plus, à chaque fois qu'on offre une activité, on offre un repas, que ce soit le déjeuner ou le souper. Et de plus en plus, on voit les femmes qui ne mangent pas à leur faim. Tous nos repas sont gratuits. Je dis, pour le 8 mars, on était au restaurant L'Héritage à New Carlisle, c'était gratuit pour les femmes. Parce que sinon, les femmes, je veux dire, rendues à la fin du mois, là, ils n'en ont plus d'argent. Hein. Puis quand tu gagnes 900, 906, 936 par mois, puis que ton steak il augmente, puis qu'il n'arrête pas d'augmenter, puis ton électricité augmente, puis si tu as moindrement réussi à avoir une petite maison, les taxes augmentent, tout augmente. Fait qu'à un moment donné, ça ne marchera plus, là. Et vous êtes toujours en train de, à chaque repas que vous allez offrir, vous conscientiser les femmes, de leur expliquer c'est quoi l'austérité sur leur milieu de vie qui s'est dégradé tranquillement, mais qui peut-être qui accélère un peu plus ces temps-ci. Là. Comment vous leur expliquez de façon concrète que l'austérité touche Madame Tout-le-Monde exactement dans certains secteurs? Bien, c'est sûr que l'austérité, on n'a pas besoin de leur expliquer parce qu'ils sont conscients des coupures du gouvernement. On demande toujours plus aux gens qui sont à la base. On demande toujours plus d'argent, mais ils n'en ont pas d'argent. Fait que, tu sais... Puis on enlève des services aussi en même temps. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, les services de garde, on est en train de... On est en train d'enlever des places en service de garde. Bien, je vais te donner un exemple. Dans un couple, OK, les deux, ils travaillent. Madame est enceinte, elle a arrêté de travailler. Elle doit retourner sur le marché du travail. Se trouve une garderie, il n'y a pas de place. Si c'est le monsieur qui gagne le plus gros salaire, c'est qui tu penses qui va rester à la maison? C'est la femme. Mais quand on dit que l'austérité, c'est une violence faite aux femmes, c'est parce que la femme, elle n'a pas le choix. C'est un manque de choix, l'austérité que le gouvernement y fait à propos des femmes. Il ne nous donne pas le choix. Faut qu'on économise. Faut au lieu d'acheter ça, on va acheter ça parce que c'est moins cher. On n'ira pas là parce que ça coûte trop cher. Tu sais, on ne s'habillera pas. Moi, j'ai combien de femmes ici qui n'ont pas de bottes d'hiver, qui n'ont pas de manteau d'hiver? On a été au friperie avec elles pour les aider parce que, écoute, je veux dire, quand il fait moins 30, tu n'as pas de manteau d'hiver. Quand tu as de la misère à t'habiller puis à te nourrir aussi, c'est encore très difficile de s'habiller puis sortir dehors pour aller manifester. Oui, mais encore là, ce que ça fait, c'est une roue qui tourne. Hein? Ça fait que la personne qui ne mange pas bien parce qu'elle n'a pas assez d'argent, elle ne s'habille pas, elle pogne froid. À un moment donné, elle est utilisatrice du service de santé aussi. Elle tombe malade. Tu sais, c'est une roue qui tourne, là. Mais tu donnes moins d'argent aux gens, ils vont avoir moins une bonne qualité de vie, fait qu'ils vont être utilisatrices encore plus et utilisateurs encore plus du système. Donc, ça va coûter encore plus cher au gouvernement. Et c'est un gouvernement qui a décidé de promouvoir l'austérité alors que ça a fait des ravages dans d'autres pays en Europe. Oui. Et depuis les années 70, les femmes ont manifesté, puis oui, on les brûle plus. On pensait qu'on devait plus les brûler, ces foutus soutiens-gorge pour manifester, mais... les femmes vont ressortir, on ressort encore, on en parle, mais jamais elles vont prendre des moyens non plus violents pour s'exprimer. Alors, à partir de quand est-ce qu'on va avoir une écoute? Jusqu'où on peut se rendre dans cette lancée d'avoir un père qui scrape nos instances un peu confortables et de développement sociétaire? Jusqu'où ça peut se rendre? Bien, premièrement, moi, je dirais, c'est de se prémunir de son droit de vote. Hein? Ça fait 75 ans qu'on l'a, va falloir que les femmes aillent voter, puis soient conscientes. Nous, au Centre de femmes, on fait de l'éducation auprès des femmes. De un, pour qu'elles reprennent le pouvoir sur elles-mêmes, et de deux, pour les amener à une action collective. Donc, on part du « je », puis on s'en va vers le « nous ensemble. Puis le thème du 8 mars cette année, c'était « Appel à toutes pour se faire entendre ». Moi, je pense que ça fait référence beaucoup aux mobilisations qu'il y a eu par le passé, parce qu'il y en a eu des mobilisations, et les jeunes femmes d'aujourd'hui, ils ne sont pas au courant des batailles que les femmes ont menées à travers les années et les époques. Puis ça fait appel aux mobilisations qu'on fait présentement, puis ça fait appel aux mobilisations qu'on va devoir faire parce qu'il y a des acquis qu'on est en train de perdre. Si on parle d'avortement, si on parle de services pour les proches aidantes, si on parle de la santé, tu sais, il y a plein de trucs qu'on est en train de perdre.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, des manifestations, des super fêtes de solidarité qui s'en viennent à la table de concertation des groupes de femmes? Bien, d'abord dans l'occasion du 8 mars, mais on fait plein d'actions aussi qui ne sont pas nécessairement des manifestations dans la rue, mais ici, comme dans la région, on travaille beaucoup en partenariat avec les autres organisations, par exemple les syndicats. Dans la dernière année, on a travaillé avec eux sur les manifestations qui ont eu lieu dans la région. On essaie de solidariser avec les autres groupes parce qu'on dit appel à toutes pour se faire entendre. Il faut que tout le monde ensemble, on travaille ensemble pour se faire entendre. Parce que si on ne se met pas ensemble, le gouvernement, d'abord, il écoute pas ou très peu. Donc, il faut avoir une voix forte pour ça. Puis on n'a pas une représentante au gouvernement qui aime mettre sa jupe puis l'assumer en étant féministe. Elle a l'air un peu... c'est justement ce qu'elle parlait tout à l'heure. C'est ici, on apprend aux femmes à passer du « je » au « nous ». Puis la ministre Thériault, ce qu'elle disait, c'était « je n'ai pas à passer au « nous », je me suis faite, alors vous, les autres femmes, faites-vous vous aussi. Allez-y. Let's go, vous êtes capable. C'est ça que ça voulait dire dans son discours. Donc, si vous voulez, vous pouvez, dans le fond. Bien, c'est toute l'idéologie néolibéraliste. Puis sauf que quand tu n'as pas de carte dans ton jeu non plus, tu ne peux pas jouer. Alors, dehors de la au partie, départ, on part même pas toutes égales là, sur cette base-là. Je veux dire, le statut d'égalité aussi, même entre femmes, on n'est pas égales non plus. Fait comment veux-tu... C'est comme quelqu'un qui fait une dépression, puis on dit « Ah, ben donne-toi un coup de pied, puis ça va aller, là. » Ça marche pas de même. Oh. Ce n'est pas fini, Non, il y a beaucoup de travail à faire. On en a toujours beaucoup eu, mais disons, là, on est très inquiète parce qu'il y a des reculs qui sont en train de se faire, puis Dieu sait que quand on fait des pas en arrière pour revenir au même endroit où on était, il va y avoir du travail à faire. Ça va être très difficile. On pensait que le féminisme allait de soi. On pensait qu'on était une société qui allait bien. On pensait pas qu'on pouvait s'attaquer comme ça aux plus démunis et à ceux qui les protègent. Il y a une éducation à faire, l'amener à l'école aussi et pas laisser tomber ces jeunes femmes-là qui vont... Bien, tu vois, comme dans ma génération, là, qui est pas loin de la vôtre, là, on est arrivé puis on avait tout. Bien, c'est-à-dire, on avait tout. On avait l'éducation. Pour moi, c'était naturel que j'ai droit à la même éducation que les gars, que j'avais droit à l'avortement, j'avais droit de prendre la pilule. Bon, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Dans notre génération, ce qui est arrivé, c'est que on est arrivé avec tous ces droits-là qui ont été acquis, puis on ne nous a pas expliqué qu'avant, on ne les avait pas. Il y a eu une bataille pour en arriver Il y a eu une bataille pour en arriver à avoir ces droits-là. Fait que ça, quand on ne prend pas conscience de ça, on peut pas un peu comme la ministre Thériault, je pense, dans le fond, c'est un peu une méconnaissance de son histoire ou de ce qui s'est passé dans l'histoire. Fait que si on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir qu'on est féministe. On pense que l'égalité a toujours été là, l'égalité de droit, en tout cas, a toujours été là. Puis avec l'expérience de vie, bien souvent, on se rend compte, dans certaines expériences de femmes, on se rend compte que, oups, j'ai été discriminée à tel endroit pour un emploi. Pourquoi donc? Il m'est arrivé un gars, j'ai vécu une agression sexuelle dans un bar. Quelqu'un me touche à des endroits où je ne veux pas. Pourquoi? Puis là, tranquillement, dans la vie, on finit par se rendre compte que on n'est peut-être pas si égalitaire que ça. Non, puis il faut réagir à chaque fois pour ne pas perdre le peu d'acquis, ce qui reste aussi. Là, il va y avoir une mobilisation au mois d'avril des centres de femmes. Là. Absolument. À fin avril, là, on attend des nouvelles, là, mais ça, c'est sûr que vous allez en entendre parler. Là. Il s'annonce plusieurs choses qu'on ne peut pas nécessairement annoncer officiellement parce qu'il s'annonce des mobilisations, peut-être des jours de grève sociale, peut-être des manifestations dans la région. Là, mais il y a plein de choses qui sont en préparation, mais c'est sûr qu'il va y avoir plein d'actions au printemps, là, ça va repartir. Oui, parce que pour un regroupement qui n'est pas violent, dans une société qui se laisse souvent mener sans trop réagir, les actions, des fois, on trouve qu'ils sont lentes à arriver, puis des fois, on se trouve mou. Alors, profitons de ces événements et de votre présence pour en parler à nos auditeurs. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Plaisir. Merci. La Corporation du site historique du banc de Passepébiac invite ses membres et ceux désirant le devenir à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra ce mercredi
à 19h au Centre culturel. Un rapport du président M. Fernand Alain pour l'année 2015, les états financiers, la mise en candidature et des élections au conseil d'administration seront au rendez-vous. Une autre réunion, celle-ci avec le CA du Club des 50 ans et plus de Bonaventure, se tiendra ce vendredi à 14h au Centre Bonaventure. Venez célébrer la Sainte-Patrick tout en musique irlandaise avec Douglas Hunt et Ovila Atot ce vendredi à 19h au Centre culturel de Passepébiac. Si vous y portez du verre ou si vous avez avec vous un accessoire vert, votre admission de 5 $ sera gratuite. Le bar sera ouvert. Samedi, on ouvrira la cabane à sucre à Théo, c'est situé au 25 6e rang à Saint-Jogues. Pour réservation, faites le 418-752-7588, 752-7588. Dimanche, un après-midi amateur vous est offert au Centre communautaire de Saint-Pédis avec la musique des copains. C'est organisé par les membres du comité. Finalement, je vous rappelle qu'il y aura un autre atelier culinaire du collectif alimentaire sur les pâtes le 21 mars au locaux local de Bonaventure à 18h30. C'est ce qui met fin à vos nouvelles d'ici. Je vous donne rendez-vous pour la dernière semaine de mars. D'ici là, l'équipe du Téléjournal prend relâche. Au plaisir.